Et il mange mon œuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gobé comme un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je vais aux toilettes. Oh le con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, nom de... C'est de la pomme de terre. 30 secondes. Alors attends, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un truc dur. Ça coûte, c'est marrant, mais un petit goût salé. T'es sûr que t'as pris du sucre? J'ai pris le gros sel à la place du sucre gasson. Tu veux rentrer chez toi? J'ai pas envie de rentrer chez toi. Je veux pas rentrer chez moi. Il est parti. C'est la catastrophe. J'ai fait fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. 3, 2, 1, c'est parti. Salut à tous et bienvenue dans Micro-ondes Podcast, votre podcast numéro 1 sur Top Chef, l'émission culinaire de M6 diffusée tous les mercredis soirs et qu'on retrouve avec grand plaisir pour une 12e saison. Avec moi cette semaine, à mes côtés, une brigade un tout petit peu réduite, à l'image de Top Chef, on perd aussi des collègues semaine après semaine, mais je suis quand même bien entouré cette semaine avec Lucas Vola. Salut Lucas. Salut tout le monde, salut, ravi d'être de retour. J'ai été évincé la semaine dernière pour laisser la place à un candidat éliminé. Je sais pas comment je dois le prendre, mais en tout cas, je suis ravi d'être de retour. Bon, bah tant mieux. Et avec nous cette semaine, une nouvelle fois, un invité spécial. J'ai même envie de dire un invité exceptionnel, puisqu'on a aujourd'hui avec nous Arnaud Baptiste. Salut Arnaud. Ouais, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis content d'être là avec vous aujourd'hui. Eh ben écoute, nous aussi, ça nous fait grand plaisir de t'avoir. On peut dire, en plus, t'es quand même un des chouchous des réseaux sociaux depuis le début de la saison. Tu le vis bien, cette image de... parce que t'es quand même parodié, ça va, tu le vis bien? Ouais, franchement, je trouve qu'il y a des mecs qui ont des inspi de ouf sur Internet. Et moi, ça me fait tellement rire de voir ce genre de choses. Après, voilà, il y a des choses qu'on apprécie d'autres par rapport à d'autres. Mais dans l'ensemble, ouais, quand je regarde Twitter ou les réseaux sociaux, en général... Je me tape des grandes barres de rire et moi je trouve ça cool, c'est un peu le jeu aussi, on passe à la télé, c'est sûr qu'on peut pas plaire à tout le monde, donc ouais, j'aime bien le style de certaines personnes, ça me fait bien rigoler. Ouais. Bon bah top, c'est parfait. Du coup au menu cette semaine, on revient bien entendu, on débriefe les épreuves de la veille avec toi Arnaud et Lucas, et puis derrière vous commencez à avoir l'habitude, on enchaînera sur nos tops, nos flops et le classement des candidats qui, on doit le dire, on hésite de plus en plus à le faire puisque en 2 semaines, on vient de perdre notre numéro 1 et notre numéro 3 du classement, donc on commence à avoir un peu l'air ridicule, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Ouais, je sais Arnaud, je t'entends rire, mais bon, on fera avec. Et donc, on se retrouve après un petit jingle. Vamos! Je ne sais pas trop ce que je vais faire comme couche. Au début, je voulais faire un kebab, un pitibab. Allez, on passe à la dégustation. Bon, messieurs, avant même de parler des épreuves d'hier soir, je suis obligé de t'interroger là-dessus, Arnaud. Est-ce que tu regardais vraiment que Top Chef hier soir ? Non, j'avoue, je vais dire la vérité. J'avais créé d'ailleurs, j'étais avec des mecs de Top Chef, du coup, et qui sont aussi des fanatiques du PSG comme moi. Donc, du coup, on pouvait pas louper les deux. Donc, on s'est fait un multiplex, genre une salle, 2 ambiances. Donc, d'un côté, on avait Top Chef et de l'autre côté, on avait, forcément, il faut le souligner, la qualification du PSG contre le Barça, quoi. Donc, obligé de suivre les deux. Moi, il n'y a pas de replay, il n'y a pas de, je regarde le lendemain ou non, faut vivre tous ces moments, à l'instant présent, donc voilà, on s'est organisé pour pouvoir regarder les deux. Pas mal. Lucas, il me semble que t'es fan du PSG, toi, c'est ça, non ? Exactement, Arnaud. Voilà, je vais te l'annoncer directement, comme ça on part sur de bonnes bases. Moi, c'est l'OM. D'accord. Donc, mais j'étais comme toi, j'ai regardé les 2 émissions en même temps, en tout cas l'émission et le match en même temps. Toi, t'as dû regarder Marseille-Rennes alors, non ? Pour une fois que... C'était avant, ça m'a mis dans l'ambiance. Tu vois, mais pour une fois que Marseille joue le mercredi, faut en profiter, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, écoute. Je le prends volontiers, t'es en position de force. Bon, du coup, le match, heureux du résultat, mais c'est quoi cette habitude de se faire peur comme ça au retour, là ?
Bon, je sais pas, je pense que c'est un peu les journalistes. Voilà, il y a eu la remontada il y a 4 ans de ça maintenant. À chaque fois qu'on voit le PSG contre le Barça ou en huitième de finale, à chaque fois, voilà, ils essayent de sortir les mauvais rêves, enfin les mauvais moments que le club a connus. Mais après, voilà, c'est la presse française, ils sont comme ça avec le PSG. Moi, ce que je regarde, c'est les résultats et je vois que bah voilà, on est qualifié, donc c'est le principal. C'est sûr, je peux pas dire le contraire. Bon allez, on va retourner quand même en cuisine parce que je crois que la plupart des gens qui nous écoutent sont là pour ça, hein, même s'il doit y avoir quand même, j'espère, quelques fans de foot au milieu de tout ça. Donc hier, l'émission commence avec la fameuse épreuve, c'est là attendue un peu par tout le monde, le qui peut battre Philippe Etchebest. Et cette fois, M6 nous fait une petite surprise puisqu'il est associé avec Paul Perret dans un duo assez complémentaire sur le papier entre la technicité du MOF Philippe Etchebest et la créativité de Paul Perret. Arnaud, vous l'avez appris quand que Paul Perret rejoignait Philippe Etchebest dans cette épreuve ? Bah, on l'a appris en même temps que tout le monde hier soir, hein, quand ils sont arrivés sur le plateau. Donc ouais, c'était un peu la stupéfaction. Ils ont jamais fait ça en 12 années de Top Chef. Donc ouais, là on s'est dit déjà battre Philippe Etchebest, c'est quelque chose qui peut être réalisable. Mais là, vu qu'il est accompagné d'un chef très talentueux, 3 étoiles, qui est Paul Perret, je me dis la tâche va être encore plus compliquée en fait. Ouais, je vois, mais du coup, dis-nous toi un peu quand même, en tant que candidat, qu'est-ce qui fait que cette épreuve elle est si particulière ? Parce que forcément, quand t'es téléspectateur, bon, c'est marrant, c'est le côté les candidats affrontent un juge, mais on a vraiment l'impression qu'au niveau des candidats, c'est une épreuve qui vous motive encore plus. Pourquoi ? Bah ouais, c'est une épreuve qui nous motive parce que voilà, sur le même produit, il y a un chef étoilé qui va concourir à côté de nous, donc ça va être qui va être la meilleure assiette que lui, qui va le battre. Donc voilà, c'est vraiment c'est quelque chose qu'on peut faire que quand on est à Top Chef, quoi. Donc bah voilà, pour nous c'est un peu ouais ce moment de se dire putain, si c'est moi qui gagne, je vais aller le taper dans le dos à Philippe et je vais lui dire ah bah t'étais pas prêt Philippe aujourd'hui, hein. Donc mais après apparemment j'ai vu qu'il avait pas perdu la main quand même, hein. Donc non, c'est super intéressant de faire ce genre d'épreuve. Et puis c'est vrai que ça change d'une épreuve traditionnelle où voilà, on est avec nos brigades ou tout seul pour envoyer une assiette. Voilà, là c'est un autre travail d'équipe pour justement battre une autre équipe qui est largement supérieure à la nôtre sur le papier, quoi. Donc c'est un challenge, moi j'aime bien. Donc je suis quelqu'un qui aime bien les challenges, donc ouais, c'est une épreuve qui me correspond. Lucas, toi cette épreuve, le qui peut battre Philippe, tu l'attendais ou Oui, je l'attendais, et puis moi j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. On va pouvoir peut-être rentrer un peu plus dans le détail, mais déjà bon, forcément le qui peut battre Philippe, c'est toujours l'épreuve qu'on attend, qu'on aime bien voir parce que forcément Philippe est très bon dans la cuisine, mais surtout dans la télé. Et j'ai trouvé que hier, bah voilà, Top Chef c'est souvent une très bonne émission de cuisine, et là c'était vraiment une très bonne émission de télé. Il y avait vraiment tout ce qu'il fallait avec Perret à côté qui était très bon parce qu'il n'était pas forcément dans son élément, mais il jouait très bien, mais en même temps bon voilà, il assure derrière quand même parce que on a voulu le faire passer un petit peu pour quelqu'un en difficulté, mais bon, Arnaud, vous avez dû le voir, il a assuré, et puis en même temps il est très bon, les deux ça marchait bien. Je sais pas comment vous l'avez ressenti pendant l'épreuve, est-ce que vous avez l'occasion de les regarder, de les voir, mais nous, de comment ils l'ont montré, c'était très sympa, la chimie, l'osmose entre les deux, et en même temps un peu la difficulté qu'ils avaient les deux. Ouais, mais carrément, en fait, nous, au début, voilà, on voyait le chef Etchebest, qui aime bien un peu parler, hein, il aime bien un peu punchliner, celui-là aussi, donc il était là, ouais, machin, il y aura pas, et au bout d'un moment, c'était silence radio. Et en général, quand c'est silence radio, c'est que ça se déroule pas comme prévu, donc voilà, dans ma tête, avec Pauline, on s'est dit, bah, peut-être que c'est appuyer maintenant, faut se donner à fond, peut-être qu'ils sont dans un moment de difficulté, donc nous, on va en profiter pour faire les choses carrées, mais après, ouais, c'est vrai que c'était marrant. Il y avait aussi un peu cette joute verbale entre tout le monde et les chefs pour un peu se chambrer. Voilà, c'était bon enfant, mais tout en restant professionnel et tout en restant avec un travail vraiment de qualité pour tout le monde. Donc ouais, en fait, on a lié un peu l'utile, enfin pas l'utile, mais l'essentiel et l'agréable, on va dire. Ouais. Et du coup, j'avais une question. Moi, on vous voit que vous avez le double du temps que eux pour faire vos plats. Ouais. Alors, on s'imagine que c'est compliqué, mais à quel point c'est dur de faire ce qu'ils font ou de concourir contre vous avec la moitié du temps. À quel point c'est vraiment très difficile. Bah ouais, avoir la moitié du temps, voilà un peu notre ennemi à nous, hein, les cuisiniers, c'est un peu le temps. On va pas se mentir, hein, on peut pas rallonger les jours, on peut pas rallonger les heures. Donc voilà, le temps est le temps imparti. Donc ouais, forcément, nous on avait 2 heures, ils avaient 1 heure et demie, et eux ils avaient 45 minutes.
Donc c'est vrai, à 45 minutes, sortir ce qu'ils ont sorti à 2, ouais, faut le faire. Je sais même pas si moi je réussirais à le faire. Mais après, voilà, c'est vrai que bah moi je me connais quand t'es un peu le corps humain, il est comme ça. Dès que t'es un peu dans des positions où t'as pas trop l'habitude d'avoir, bah t'as cette adrénaline, t'as cette chose qui fait que bah tu te surpasses, et des choses que tu ferais pas en temps normal, bah t'arrives à les faire dans ce genre de schéma. Donc c'est super intéressant, et j'avoue, ils ont envoyé du lourd quand même dans leur assiette. Donc voilà, je me dis que même avec 45 minutes en moins, les mecs, ils étaient pas là pour faire des gaufres, comme je dis. Donc voilà, c'était vraiment un vrai combat culinaire, quoi. Donc voilà, peut-être que leurs 45 minutes qu'ils ont pas, ils l'ont compensé par leurs années d'expérience à tous les deux. Ouais. Tu l'as dit, du coup, t'étais avec Pauline. Comment ça se passe là, la répartition en duo? Vous pouvez choisir? C'est un tirage au sort? Ouais, non, en fait, c'est directement décidé. Ils disent, bah, aujourd'hui, tu seras avec un tel, aujourd'hui, tu seras avec un tel. Donc voilà, moi, quand j'ai appris que j'étais avec Pauline, j'étais super content. Voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie bien dans le concours, super cool, droite, carré, qui sait ce qu'elle veut, enfin voilà, qui est pas là pour faire des chichis. Donc ouais, moi, j'étais super content de me retrouver avec elle. Mais de toute façon, je me serais retrouvé avec un autre, ça aurait été pareil. Mais voilà, j'étais content d'être avec Pauline sur cette épreuve. Ouais, parce que vous êtes trouvé un beau surnom. Ouais, Pops. C'est Pops du Bendo, j'appelle. Donc ouais, c'est ma petite Pops. Voilà, c'était Pops et Nono, en featuring. Donc c'était bien cool, cette petite épreuve avec elle. Et Lucas, toi de ton côté, parce que du coup clairement Arnaud, tu faisais un bon duo, j'ai envie de dire, avec Pauline, mais j'ai trouvé, Lucas, je sais pas si tu es d'accord avec moi, que tous les duos étaient vachement bien en fait, ça ressortait hyper bien hier soir à la télé. J'ai notamment en tête le duo Baptiste-Mohamed qui était absolument drôle à suivre. Ah ouais, excuse-moi, vas-y, excuse-moi. Non, mais je vais te relaisser la parole, mais c'est vrai que, en tout cas, de l'extérieur, donc on l'a pas vécu, mais tous les duos marchaient bien. Après, bon, Raph, la production, c'est un métier. Les mecs, je pense qu'ils se sont mis autour d'une table, ils ont dit, qu'est-ce qu'il peut faire? Mais comme tu dis, il y a tout qui marchait bien, même Bruno Charline, ça marchait bien. Il y avait, voilà, chaque duo avec quelque chose avait un peu une identité. Et à mon avis, c'était pas facile à faire parce que même si vous connaissez, vous aviez jamais cuisiné à proprement parler ensemble. Et donc, du coup, ça, à l'image, ça donnait vraiment bien, en tout cas. Ouais, c'est vrai que bah après le duo Mohamed Baptiste, ouais, les Tortues Ninja, il manquait plus que Maître Splinter, et t'avais tout qui était réuni. Mais c'est vrai que tous les duos étaient sympas. Et bah ouais, c'est vrai que ça a changé de la configuration de travailler avec les mecs de sa brigade. Bah c'est bien aussi parce que déjà qu'on a un Top Chef, on sort un peu de notre zone de confort, mais là il nous rajoute un peu des difficultés de travailler sur un produit avec quelqu'un avec qui on n'a encore jamais travaillé dans l'aventure. Donc ouais, c'est bien, faut s'adapter vite. Moi j'aime bien ce style de challenge, quoi. Donc ouais, moi j'ai grave kiffé, franchement. Ok. Du coup, donc pour l'épreuve est remportée par le duo Thomas et Sarah, dont on a peu parlé là pour le coup, mais qui ont sorti vraiment ce qui avait l'air d'être une très belle assiette, une sorte de millefeuille de champignons Beaufort assez appétissant. Arnaud, à quel moment vous avez senti que vous passiez à côté de l'épreuve ou pas, ou... Bah en fait, on sait jamais trop quand est-ce qu'on passe, parce que les dégustations étaient quand même assez serrées, on va dire. Il y avait du plus et du moins dans un peu toutes les assiettes, donc on n'arrive pas bien à se situer. Après, voilà, on doit quand même plaire à 4 palais qui sont complètement différents sur une même assiette, donc c'est là aussi où c'est la complexité du jeu aussi. Donc voilà, mais franchement, moi, tant qu'il n'y a pas le... Après, oui, les bonnes dégustations, tu le sens direct si c'est toi qui vas gagner ou pas. Mais en fait, moi, tant qu'il n'y a pas de verdict, en fait, je me dis que tout est possible, en fait. Donc voilà, après, voilà, nous, on était contents de notre assiette avec Pauline. Voilà, on a fait notre petit délire ensemble. On a fait notre petite assiette à 4 mains. On était contents du résultat. Et je pense que c'est le principal d'être content de ce qu'on a fait, de ce qu'on a sorti. Voilà, même si on gagne pas, voilà, on a fait notre plan, on a mis notre plan exécution, on l'a fait de A à Z, et je trouve on a pris du plaisir à le faire. Donc pour nous, c'est comme pas si on avait gagné, mais voilà, ça fait plaisir. C'était un bon moment et c'est ce qu'il faut retenir. Ouais. Lucas, la victoire de Thomas et Sarah, surpris, pas surpris? Pas surpris, Raphaël, enfin, pas surpris. Alors, il faut peut-être, voilà, je vais expliquer à Arnaud. Arnaud, tu sais, tu parles. Ouais. Ouais, dis-moi. Moi, je pensais vraiment que c'était Mohamed et Baptiste qui allaient gagner.
Ah ouais. En Vraiment. fait, moi, Ouais, il parce y a que quelque chose. dans leur délire, dans leur conception, la pizza 2.0 avec leurs petits éléments et Ouais. tout, franchement, c'était vraiment, enfin voilà, on est dans le thème du fromage, la pizza 4 fromages, je crois que ça doit être une pizza les plus mangées du monde. Donc, ça parle à tout le monde. Donc, j'ai trouvé très intelligent et très, enfin, le fait de revoir cette pizza là en 1 heure et demie, j'ai trouvé ça très intéressant et en fait, moi, bah voilà, ça aurait été une idée que j'aurais voulu avoir, par exemple, tu vois. Je l'ai pas eu. Bon, voilà, j'en aurais d'autres sur d'autres choses, mais j'ai trouvé l'idée très intéressante et l'assiette était vraiment pas mal, était vraiment à l'image de ce qu'ils voulaient faire, quoi. Une pizza vraiment éclatée, quoi. Donc j'ai trouvé ça très intéressant et je pensais vraiment que c'est eux qui allaient gagner, quoi. Lucas, du coup? Ouais, non, c'est vrai que la pizza, ce qui était intéressant, c'est vrai que c'est qu'ils l'ont pas annoncé, qu'il fallait le découvrir et en fait, les chefs l'ont découvert rapidement. Ça veut dire que c'était bien fait, quoi. Mais non, moi, pour revenir à Thomas Sarra, comme voilà, on va l'expliquer un peu à Arnaud, mais comme on disait, quand on suit une équipe de foot, quand on suit quelqu'un, on a des chouchous forcément, Arnaud. Et moi, j'ai un chouchou, je vais te le dire, c'est Thomas. Ouais. Mais ouais, je me bats pour lui depuis le début, contre vents et marées, parce que dans cette rédaction, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui croyaient en lui, et les avis commencent à changer. Et donc à chaque victoire, forcément, je suis satisfait. Mais voilà, pour être plus sérieux, comme disait Arnaud, il y avait pas mal d'assiettes, et notamment 2-3 qui sortaient du lot, et donc c'était difficile à nous, sans goûter uniquement au visuel et ce que disaient les chefs, de se faire une idée. Mais on sentait que Thomas et Sarah étaient dans le peloton de tête et que ça pouvait faire quelque chose. Ouais. Ouais, carrément. Mais après, ouais, Thomas, bah, c'est un super mec. On a vraiment tissé des vrais liens, lui et moi. On s'entendait super bien, on s'entend toujours bien, on se voit toujours. D'ailleurs, je l'ai vu hier soir pour regarder l'émission. Donc, ouais, Thomas, très bon cuisinier. J'adore son style et tout. Il a vraiment sa patte à lui et tout. Puis c'est quelqu'un qui est vachement humble, qui aime bien partager. Tu vois, par exemple, dès qu'on parlait cuisine ensemble, tu vois, on se rejoignait sur des mêmes points sans en avoir discuté. Donc, ouais, c'est un très bon cuisinier, candidat redoutable. Mais voilà, je pense qu'on est tous des candidats redoutables les uns envers les autres. Donc, voilà, c'est le mental, c'est tout qui joue. C'est voilà, si tu t'es bien levé, si t'as bien dormi, si t'as ceci, si ça te parle, si le produit en question sur lequel tu vas travailler, c'est quelque chose que t'aimes bien faire ou que t'es un peu réticent. Et tout ça, en fait, à la fin, quand tu fais ton assiette, ça se ressent, en fait. Donc, forcément, si t'es pas à l'aise sur certaines choses, bah, ça marchera pas, quoi. C'est comme ça et c'est pas autrement, quoi. Ouais, non, je vois. Donc du coup, malheureusement, toi et Pauline, vous passez pas cette épreuve, mais comme la plupart des audios, hein, vu qu'il y en a qu'un seul qui arrive à battre Philippe Etchebest et Paul Perret. Donc, vous enchaînez sur la deuxième épreuve, qui est là. Alors, on a Guy de Savoie qui propose de faire une soupe spectaculaire. Toi, quand t'arrives devant cette épreuve, t'es inspiré direct ou tu dis bon, la soupe. Tu vois pas trop le truc, ouais, quoi. Bah, en fait, voilà, la soupe, comme il l'a dit Guy Savoie, voilà, c'est quelque chose quand on était petit, on trouvait ça un peu comme une punition de manger ça. Et en fait, non, voilà, je pense que c'est un élément de la cuisine française, enfin voilà, qui a vraiment sa place. Et je pense que voilà, une bonne soupe bien travaillée, ça peut jouer sur d'autres plats qu'on connaît plus ou qu'on a plus l'habitude de manger. Mais c'est vrai que proposer des soupes, bah voilà, tout le monde le fait pas en général. Quand on dit soupe, on pense au potage de légumes de mamie, mais voilà, des soupes travaillées, ça peut être très intéressant. Et Guy Savoie l'a montré dans son restaurant 3 étoiles qu'il a avec sa soupe à l'artichaut, avec sa brioche feuilletée aux champignons, son beurre de truffe, etc. Donc voilà, on va dire d'une recette simple de base que tout le monde peut faire, bah, on peut en faire des recettes magnifiques. Et je trouve que c'est ça aussi qui est cool dans la cuisine, c'est que de choses simples, on peut arriver à des choses complexes, bien travaillées, et c'est très intéressant. Donc ouais, moi la soupe ça me parle, j'adore ça en plus. Donc je me dis ouais, va falloir faire une souplette du futur là, direct. Du coup là, tu nous proposes quoi comme soupe pour ce soir, pour donner des idées aux auditeurs? Ah bah ce soir, bah là je me dis on est encore un peu dans l'artichaut, donc on peut faire encore des soupes à l'artichaut. Après on est encore un peu dans les butternuts et tout ça, donc on peut faire des petits potages de butternuts avec une petite crème fouettée à la muscade, aux noisettes caramélisées, ou une soupe de courge avec des petites graines de courge torréfiées. Enfin voilà, tous ces genres de petites soupes qui mettent pas beaucoup de temps à faire mais qui font plaisir et qui réchauffent, on va dire. Donc donc voilà, après on peut faire des soupes froides, des soupes chaudes, des soupes sucrées, des soupes salées. Enfin voilà, il y a un large panel dans le domaine de la soupe qui est exploitable et qu'il faut exploiter. C'est très intéressant de
on va dire, de pousser une recette au max pour justement se dire ouais, c'est une soupe, mais c'est pas une soupe comme on a l'habitude de manger, quoi. Lucas, toi, la soupe, ça t'a mis en appétit à ce moment-là ou pas? Alors oui, c'est surtout que c'est vrai que la soupe de base, quand on en parle comme ça, on s'imagine pas un produit gastronomique. Et puis le fait de ramener Guy Savoie et puis de faire le côté spectaculaire, ça donnait une autre dimension à l'épreuve, encore plus difficile, encore plus compliquée. Et du coup, c'est vrai que ça donnait une épreuve visuellement sympa, compétitive. Moi, ça m'a pas mal plu, ouais. Arnaud, du coup, l'idée c'est Bruno qui a l'idée alors je sais pas quel est le nom de cette espèce de vieil infuseur à café, de mettre la soupe dedans. C'est Bruno qui a cette idée-là. Moi, je suis pas trop gadget comme ça. Moi, ça me réussit pas les trucs comme ça en général. Soit ça marche pas, soit ça m'explose dans la main, soit il y a des trucs bizarres. Ça a pas beaucoup réussi à Bruno, hein. Ouais, donc voilà, tu vois. Donc je te dis, moi, t'es avec moi, tu sors un truc comme ça, c'est sûr ça marche pas. Je suis le chat noir de ce genre de machine. Donc voilà. Donc ouais, malheureusement, ça a pas marché. Mais je pense que si ce spectacle-là aurait marché, je pense qu'on aurait fait la différence sur la soupe de Mathias et Charline, parce que lui-même il a dit que ça va, c'était très bon, ça manquait juste un peu de peps, et en fait ce peps-là on l'a amené par justement cette infusion minute de gingembre et de citronnelle. Donc ouais, voilà, on est resté un peu sur notre faim, parce que voilà, nous on se voyait bien remporter le truc, on était parti sur quelque chose de réconfortant, avec des goûts, des saveurs, des textures différentes. Donc voilà, le travail qu'on avait engagé nous permettait de penser qu'on allait remporter cette épreuve. Et en fait, non, voilà, la machine n'a pas marché. Donc rideau, on est reparti avec le matériel à la maison. Et du coup, je m'interroge parce que M6, la production, avait bien entendu le bon matériel pour ça. Ça veut dire que vous aviez prévenu la prod avant que vous vouliez faire ça. Ça se passe comment ? Ouais, voilà, c'est ça en fait. Ils nous demandent, voilà, le matin, ils nous disent, cet après-midi ou ce matin, il y a la soupe. Voilà, est-ce que vous avez besoin de trucs en particulier, voilà. Et du coup, bim, ils nous ont proposé pas mal de matériel, de trucs qu'ils avaient. Donc nous, on a vu qu'il y avait ça. Donc voilà, on s'est dit, vas-y, Bruno, on va prendre ça. Et donc, vous n'avez pas pu le tester avant ? Non, Bruno, il avait déjà chez lui, il en avait une, je crois. Il faisait du café dedans. Il me disait, ouais, ça marche super bien et tout, machin. J'ai dit, vas-y, feu, hein, moi j'ai confiance. Hein, donc voilà, s'il veut du spectacle, on va donner du spectacle. Ouais, je vois. Et du coup, c'est pour ça que tu l'as laissé aller le présenter à Guy Savoie. Toi, le côté chat noir, c'est ça, tu le sentais pas? Ouais, voilà, moi c'est soit le truc que j'arrive, je le fais tomber, ou il marchera pas, ou voilà, moi je sais que les trucs comme ça, en plus que j'ai jamais utilisé, je sais qu'il y a une première fois tout, mais là, au bout d'un moment, voilà, je préfère envoyer Bruno qui lui avait plus l'air expérimenté sur la chose que moi, donc voilà, je lui ai dit, vas-y, moi, si j'y vais, ça va pas marcher du tout. Donc voilà, après, il a pas trop eu le choix, je pense. Mais voilà, fallait choisir. Et moi, je sais qu'avec moi, ça aurait fait le même résultat, du coup. Donc voilà, c'est comme ça, c'est pas grave, on n'y peut rien. Ça passera une prochaine fois. C'est sûr. Du coup, juste, je rappelle pour nos auditeurs le reste des propositions des brigades. Donc, on a la brigade bleue avec Charline et Mathias qui ont proposé une soupe insérée dans une noix de coco et que Mathias a ouvert avec une perceuse. On a eu ensuite Mohamed et Chloé qui ont proposé une soupe injectée dans un œuf, dans une coquille d'œuf. Et après, Lucas, j'ai un doute sur la quatrième, Pauline et Baptiste. C'est dans la pomme de terre. Ah, c'est ça. La pomme de terre, ouais. Avec le foin, ils ont allumé au chalumeau le foin et ils ont mis le bouillon dans la pomme de terre. D'ailleurs, Baptiste, qui au moment de servir la pomme de terre, tremble tellement, il finit par la prendre à la main. Il était en mode Parkinson. Il tremblait, laisse tomber. Justement, Arnaud, moi, ça me fait penser, quand on voit comment vous arrivez devant le chef, en l'occurrence là, c'était Guy Savoie, mais ça nous arrive parfois sur d'autres, à quel point ça vous fait vraiment bizarre de cuisiner, entre guillemets, pour ces chefs-là. On voit que pour vous, c'est quand même quelque chose, je vais aller un peu loin, mais d'incroyable en tout cas, parce que nous, on est dans notre canapé, on connaît ces chefs ou pas pour certains, on sait, la M6 nous dit à quel point ils sont reconnus, ils nous expliquent, mais pour vous, ça doit être vraiment particulier, non ? Bah ouais, carrément, tu vois, pour nous, c'est pas des idoles, mais voilà, ça reste des marqueurs pour nous, ces gens-là. C'est, voilà, mec, dès que tu regardes les réseaux sociaux, ah ouais, t'as vu, lui, il a fait ça, ah ouais, tu l'as fait ça. En fait, c'est des gens qui nous nourrissent tous les jours. Donc voilà, le fait de pouvoir cuisiner pour eux dans Top Chef, c'est même carrément le truc qui va plus loin que ça. Je me dis, même dans toute ma vie, je sais même pas si j'irai manger dans leur restaurant, tu vois, pour te dire. Et là, en fait,
tu vas cuisiner pour eux et eux, ils vont te dire oui, c'est bon, oui, c'est pas bon. Et tu vas avoir vraiment un avis juste d'un chef 3 étoiles, 2 étoiles, qui a X années d'expérience, enfin voilà, c'est des pointures de la gastronomie. C'est ces gens-là qui font vivre la cuisine française, la cuisine internationale. Donc ouais, c'est un peu comme si toi t'es fan de Zidane et qu'on te dit bah vas-y, tu vas passer une journée à jouer au foot avec Zidane, tu vois. Voilà, c'est pareil, tu vois, juste le temps de passer 1 heure avec Guy Savoy ou avec je sais pas, Eric Fréchon ou avec Yannick Aleno, bah ouais, bah tu te dis ouais, t'es vraiment avec le summum de la qualité du cuisinier français, quoi. Donc ouais, c'est en même temps incroyable, c'est un peu déroutant parce que tu sais pas trop. Enfin voilà, après c'est un humain, il a 2 bras 2 jambes comme nous, mais voilà, c'est des gens, c'est des génies en fait. Donc voilà, t'as pas le droit de trop blaguer, on va dire, mais ouais, c'est super, c'est limite émouvant, tu vois, de cuisiner pour des gens comme ça parce que on n'aura peut-être pas l'occasion de le refaire. Donc moi je trouve ça tellement beau en fait que ouais, faut vivre le moment à 100%, quoi. Ouais, je trouve qu'on l'a bien vu hier dans l'émission. Après, moi, je rêve quand même d'un moment dans l'émission. J'espère que peut-être un jour ça arrivera, mais de ce que tu me dis, je perds espoir. Mais je rêve d'une épreuve avec un chef qui arrive, peu importe qui, et on annonce, voilà, comme ils font d'habitude, 3 étoiles ou meilleur ouvrier de France ou restaurant, et que on voit l'interview d'un candidat et qu'ils disent je sais pas qui c'est, jamais entendu parler. Voilà. Je rêve de ça, ça n'arrivera jamais parce que voilà, vous êtes à fond tous dans vos métiers, vous connaissez votre métier sur le bout des doigts, mais voilà, je rêve de ça d'un ouais, c'est vrai que ça serait marrant de dire c'est qui lui, il sort d'où. J'avoue, ça pourrait être pas mal, ouais. C'est sûr. Et du coup, juste petite question, Guy Savoy, il était plus sympa avec vous qu'il n'y paraît, j'ai envie de dire, parce que sur votre soupe, il a l'air, en tout cas nous, de ce qu'on voit, il dit c'est bon, mais pas trop, tu vois, on l'a trouvé peut-être un peu dur. C'est le montage qui donne cette impression je sais pas, après c'est voilà le fait aussi que la cafetière elle marchait pas aussi, déjà ça met un coup, tu vois, donc forcément derrière tu te dis si ça marche pas, j'espère que le reste est vraiment à la hauteur du truc, et lui à mon avis sa barre d'exigence elle est pas au même niveau que la nôtre, donc à partir de ce moment-là tout se joue, mais après c'est une épreuve. On a fait ce qu'on avait à faire. On a fait le plan qu'on avait voulu. Tout était bon comme on le voulait. Tout était assaisonné comme on le voulait. Voilà, ça c'est pas passé. C'est pas passé. Voilà, on n'a pas perdu la guerre. On a perdu une bataille. Donc voilà, on se relève et puis on attaque la prochaine épreuve en se disant voilà, c'est nous qui allons. En fait, voilà, moi à chaque fois qu'il y a une épreuve, je me dis c'est pour moi. Tu vois, je me dis voilà, faut que je gagne, faut que ce soit moi, Voilà, même si je suis avec des gens que j'apprécie et tout, au bout d'un moment, il y a ce mode de concours où se dire, je suis arrivé tout seul, il y aura qu'un gars qui va gagner, donc au bout d'un moment, voilà, faut se mettre aussi dans le mode concours, en mode chacal, en se disant, tout est pour moi, faut que je croque tout. donc voilà, c'est Top Chef, c'est vraiment une course de fond, c'est un marathon, c'est pas un sprint, hein, donc voilà. Faut savoir aussi juger un peu les épreuves, le temps, enfin voilà, donc c'est tout. En fait, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte pour gagner une épreuve, quoi. En plus il y a plusieurs assiettes à déguster, chacun a ses idées, chacun est bon, chacun a du talent, donc voilà, faut se démarquer entre tout ça, donc faut être vraiment au-dessus du niveau pour gagner une épreuve, quoi. Ouais. Alors comme tu l'as dit, du coup, vous perdez la bataille avec Bruno. On précise donc pour nos auditeurs, mais qui a priori ont vu, c'est une épreuve remportée du coup par la Brigade Bleue, Mathias et Charline. Probablement donc la soupe était très bonne. C'était peut-être aussi un des assez sympa le côté perceuse, même si ça a eu l'air de faire peur à Guy Savoy sur le moment. Donc derrière ça, vous êtes toi et Bruno en sellette. Ouais, en sellette par Michel Saran. À ce moment-là, toi, t'as peur d'y retourner à nouveau? Franchement, moi, je me dis que j'y aille ou que j'y aille pas, pour moi, ça changera au programme. Si je dois faire toutes les dernières chances pour arriver à la fin et gagner, je le ferai, tu vois. Mais après, voilà, dans ma tête, je me suis dit, je pense pas que je vais y aller. J'ai déjà fait deux dernières chances. Sur la dernière chance que j'ai fait où Michel Saran il m'envoie sur les 3. Voilà, je reviens gagnant face à Mathieu. Donc voilà, je lui ai peut-être montré que voilà, j'en avais sous le pied, mais que j'en gardais aussi sous le pied, quoi. J'allais pas tout déballer direct la première semaine, enfin les 2 premières semaines. Donc
Donc voilà, je me dis, ouais, il va peut-être envoyer Bruno. Et puis même s'il m'envoie moi, bah voilà, je donnerai tout pour rester dans le concours. Et donc pour moi, ça me dérange pas, j'ai pas de problème avec ça en fait. D'accord. C'est le chef Ouais. de brigade qui choisit. Voilà, s'il voulait m'envoyer à toutes les dernières chances ou il veut m'envoyer à toutes les dernières chances, bah il le fera. À chaque fois, je reviendrai. Et puis voilà, quoi. Et alors, il en parle un peu avec vous juste avant ou vraiment Non, il en Stéphane parle pas, Rothenberg lui demande son truc et bam, il balance. C'est tout en direct. Il y a pas de. Ouais. Il va te voir en disant machin, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que non, D'accord, ouais. c'est vraiment un choix individuel qu'il fait et voilà. Et en fait, toi, tu le sais en même temps que lui, il le dit, quoi. D'accord. Donc du coup, Michel Saran décide d'envoyer Bruno. Toi, à ce moment-là, t'as un petit mot pour Bruno? Comment ça se passe ou juste bonne chance Bah, quand je vois avec qui il tombe, je me dis bah qu'il a la place de revenir, quoi. Voilà, Bruno, c'est un technicien, c'est quelqu'un qui sait cuisiner quand même. Enfin, c'est tous cuisiner, mais voilà, c'est quelqu'un qui est bon, qui a la tête sur les épaules, qui a des bons assaisonnements, des bonnes cuissons. Enfin, c'est un vrai cuisinier, quoi. Donc je me dis voilà, le canard, ça parle à tous les cuisiniers, donc je me dis ouais, il va nous sortir un truc tip top, tu vois. Et Ouais. donc voilà, je sais dans ma tête, je sens je sais qu'il va revenir. Tu vois, je me pose même pas la question en me disant ah ouais, c'est chaud là, il y a machin, le thème c'est la sardine. Ah, ok, là faut être vraiment tu vois, faut vraiment être chaud, incandescent, quoi. Ouais. Donc je me dis ouais, vas-y, c'est bon, le mec il va revenir et on va poursuivre l'aventure encore tous les trois. D'accord. Et donc du coup, comme tu dis, il se retrouve face à Chloé et Baptiste. Alors revenons peut-être un peu sur Baptiste. Toi, t'en penses quoi, le fait comme ça que c'est lui-même qui se désigne, qui lève la main pour y aller? Bah, je trouve que c'est bien, c'est tout à son honneur, hein. Après, voilà, c'est à double tranchant ce truc-là. Je pense que s'il serait pas passé, je pense qu'il s'en serait vraiment mordu les doigts, tu vois. Donc voilà, mais lui, après, il estimait que c'était à lui d'y aller, donc c'est bien, il a pris le taureau par les cornes, comme on dit. Donc voilà, il s'est dit, vas-y, je vais pas me déviner. Donc bim, je vais à la dernière chance et voilà, et je pense qu'il avait peut-être besoin aussi de peut-être prouver quelque chose, je sais pas, tu vois, tu sais, il se passe tellement de trucs dans ta tête à ce moment-là que. Mais c'est bien, moi je trouve que c'est courageux et c'est bien, il a eu raison de le faire. Moi je sais pas si je l'aurais fait, tu vois, mais voilà, c'est mieux quand on te désigne, voilà, tu te dis que bah voilà, c'est toi, donc il faut que tu ailles, tu vois. Après, quand c'est toi qui vas de ton plein gré, c'est différent. Mais non, c'est tout à son honneur et respect. Je lui ai dit, quand il est sorti de l'épreuve, j'ai dit, ouais, frère, tu les as posés sur le billard aujourd'hui, tes trucs, hein. Et, Ah bah là, ouais, c'est sûr. Il était mort de rire, tu vois. Et voilà, et je pense que voilà, dans ce genre de concours, quand tu gagnes ce genre de choses comme ça, où tu vas je pense que voilà, ça te raguerrit aussi pour la suite, tu vois. Et puis les autres candidats, ils disent ah ouais, lui il est chaud, il va voilà, avoir la chance, machin. Tu vois, c'est ça. En fait, c'est ce que j'allais te dire, parce que du coup le côté compétitif, un peu comme en sport, est-ce que à ce moment-là vous vous dites et vous le voyez sortir vainqueur, en plus avec un coup de cœur des chefs et tout, est-ce que ça a un impact aussi sur vous? Vous dites ok, le mec il est vraiment là pour l'emporter, quoi. Ah bah je pense que tout le monde est là pour l'emporter. Après, t'en as qui n'ont pas le même niveau d'envie de gagner que d'autres, tu vois. Ouais. Faut avoir la niaque, tu vois, faut avoir la grinta, tu vois. Donc moi je me dis ouais, c'est un candidat sérieux, tu vois. Donc voilà, les candidats sérieux, faut les surveiller comme le lait sur le gaz, quoi, tu vois. Donc voilà, moi après j'aime bien quand il y a de la compète, tu vois. C'est là où toi aussi tu te surpasses pour être le meilleur. Donc je me dis voilà, ça commence bien, les hostilités sont lancées, tu vois. Lucas, toi, cette dernière chance, un petit mot? Ben moi, écoute, au début de cette dernière chance, je me suis dit bon ben bien malin celui qui va trouver le gagnant et puis surtout celui qui va partir avant que les plats commencent, parce que voilà, entre Baptiste, Chloé et Bruno, je voyais pas de favori net, en même temps je voyais pas de cuisinier qui était un peu en dessous des autres, donc je me suis dit voilà, là ça va être chaud. Bon, on apprend que c'est le magret, comme tu l'as dit Arnaud, le canard c'est la vie, hein, tu l'as dit bah oui. dans l'émission. donc ouais, et puis le côté voilà, Baptiste qui se propose, ça lui met de la pression, ça rajoute un petit peu encore plus de fun à la dernière chance. Donc non, ouais, c'était dans la lignée de l'émission. Après les deux belles épreuves, ça a donné une belle dernière chance, j'ai trouvé. Ouais. Carrément. Je me demande ça, est-ce que aussi le fait par rapport à ses adversaires, le fait que Baptiste se propose, est-ce que ça leur met pas la pression encore plus parce qu'ils se disent que le mec d'en face il est en feu, quoi? Ah mais c'est sûr, c'est psychologique tout ça. Ouais. C'est bien sûr, ça envoie des appels de phare forts même. Alors, voilà, quand tu vois les interviews, personne va aller en dernière chance, personne va aller en sellette, parce que c'est vraiment le seul moment du jeu où tu peux vraiment sortir, en fait. Donc ouais, le mec il envoie un message fort direct de la 4e semaine, donc ouais, moi je trouve que c'est malin de sa part. Je pense que c'est une forme de stratégie aussi. Moi je le vois comme ça.
Ok, non, bah intéressant, ça sera à suivre du coup dans les semaines à venir si ça se confirme ou pas, mais comme tu dis, du coup, il se montre sur une épreuve en plus qui remporte haut la main, comme on l'a dit. Michel Saran, de mémoire, dit même que c'est un des 10 meilleurs plats qu'il a goûté sur Top Chef depuis qu'il y est. Et donc, pour rappel, Michel Saran, il est quand même là depuis 7 ou 8 saisons. Donc, ça classe quand même le plat. Bah là, tu montes sur un piédestal différent des autres quand tu sors de ce genre de dernière chance avec tous les compliments qu'il a eu pour son plat. Bah, tout est à son honneur. Voilà, il a fait le truc jusqu'au bout. Il a dit j'y vais. Donc s'il y va, c'est pas pour partir en fait, c'est pour revenir. Donc le mec, il a la niaque. Faut dire que l'assiette sur le papier, elle donne vraiment envie, même quand tu la vois visuellement. Mais ouais, en plus, quand tu parles de ceviche, en général, les gens, tu leur dis ceviche, ils disent poisson. Là, tu leur dis ceviche de canard, donc ils disent ah ouais, canard cru mariné. Ah ouais, donc tu vois, déjà tu frappes les esprits, tu vois. Donc après, voilà, forcément, la réalisation était à la hauteur de la chose. Donc c'est ça qui a fait que son plat était magique, je pense. Moi, j'ai pas goûté, j'aurais bien voulu le goûter, mais voilà, nous on l'a vu que hier soir pour la première fois aussi. Donc voilà, c'est vraiment franchement c'est chapeau l'artiste comme on dit. Ouais, non, effectivement, ça donnait grave envie. Et donc du coup, l'élimination se joue entre Chloé et Bruno. Et là, le jury dit que les deux plats sont réussis, mais qu'il y en a un peu moins bon que l'autre, donc c'est le plat de Bruno. Toi, avec ton regard extérieur, sans avoir goûté le plat, hein, bien sûr Arnaud, mais tu penses qu'il a manqué quoi à Bruno là sur cette dernière chance? Bah, je sais pas, tu vois, par exemple, bon, c'est pas parce que c'est Bruno Café ou quoi, mais visuellement et dans l'énoncé des plats, tu vois, j'aurais plus été attiré par l'assiette de Bruno, tu vois, dans les goûts et comment c'est fait. Après, voilà, j'ai pas goûté les assiettes, je peux pas savoir, mais moi, j'étais plus attiré par l'assiette de Bruno, voilà, magret de canard, rôti, machin, reposé au four, arrosé au beurre, petite purée de carottes, le travail des épices, voilà, c'est le canard, il aime bien ce genre de trucs, les épices, les légumes comme les carottes, ou même des panais, enfin ce genre de légumes un peu sucrés, tu vois, tu contrebalances à côté avec de l'acidité des épices, c'est top, tu vois, ça peut faire un joli plat, donc voilà, moi je voyais vraiment Bruno passer, quoi. Je me suis dit, voilà, Chloé Charles aussi, c'est bien ce qu'elle a fait un magret farci, mais voilà, est-ce que c'était la bonne histoire de le farcir, parce que le thème c'est vraiment le magret, donc tu rajoutes une farce dedans, donc est-ce que ça n'a pas dénaturé le goût, enfin tu vois, faut vraiment, en fait, quand t'es en dernière chance, faut voir vraiment le sujet et te dire, ok, je respecte le sujet, ou est-ce que je fais une petite truc de folie ou machin, après ça peut te desservir, donc tu sais pas trop, voilà, elle qu'elle a fait, bah ça a payé, tant mieux pour elle, tu vois, et voilà, bah justement, je pense que Bruno, peut-être il est resté peut-être un peu trop classique, et c'est peut-être ce qui l'a desservi. Ouais, c'est ça, peut-être un petit manque d'audace. Lucas, t'en penses quoi? Ouais, peut-être un petit manque d'audace. Après, c'est vrai que, comme on dit les chefs, il n'y a pas de plat raté, à l'inverse peut-être de la dernière chance de la semaine d'avant où Pierre s'était raté et donc du coup c'était un peu facile. Là, il n'y a pas de plat raté. Stéphane Rothenberg à la fin dit c'est peut-être plus difficile de sortir quand on n'a pas raté de plat. Je sais pas bien comment s'il y a une bonne manière de se faire éliminer, mais c'est vrai que voilà, sans goûter, on a du mal à se faire un avis sur 3 plats qui sont réussis. Mais c'était un peu surprenant. Surtout, en fait, moi je me suis rappelé au début de l'émission où on voit Bruno et Charline qui sont en fait à égalité avec les chefs et donc du coup qui sont à 2 doigts en fait d'être qualifiés directement. Et 2 heures plus tard, Bruno se fait éliminer. C'est vraiment un changement du tout au tout, quoi. Ah, mais ça va très vite, hein, Top Chef. Hein. Ça peut aller très 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 vite. Hein. Donc c'est ça en fait. Le matin t'es qualifié, le soir t'as une autre épreuve, bam, t'es en dernière chance. Bah voilà, c'est fini, t'es plus là, quoi. Ouais, faut vraiment remporter. Enfin, c'est un peu cliché. C'est ce qu'on dit aussi au foot, remporter les matchs qui comptent. Mais t'as vraiment l'impression qu'il y a des épreuves peut-être encore plus importantes que d'autres à gagner. Et la dernière chance en fait clairement partie, quoi. Bah, tout le monde a envie de gagner la première épreuve. Dès que tu gagnes la première épreuve, tu te qualifies pour la semaine d'après. Déjà. Donc, déjà, tout le monde a les crocs tout le monde est déterminé sur la première épreuve. Donc après, voilà, si tu gagnes pas la première épreuve et que tu te dis, ah, vas-y, on n'a pas gagné, que tu t'appuies toi sur ton soir, bah, la deuxième épreuve, tu passes à côté, tu vas en sellette, terminé, t'es plus là. C'est pour ça c'est vachement, c'est psychologique, c'est du mental, hein. Faut se dire, vas-y, en plus, c'est pas qu'on n'est pas des cuisiniers qui cuisinent depuis la semaine dernière, tu vois. On a tous des grosses années d'expérience, on a tous fait des gros stalls et tout. Et là, des fois, tu te prends des gifles, ça fait longtemps qu'on s'est pas pris des gifles comme ça, tu vois. Donc, des fois, t'es tout le temps à te remettre en question, à te dire, vas-y, la prochaine épreuve, je vais plus être comme ça, je vais essayer de plus travailler comme ça pour
pour justement essayer d'impressionner le jury. Donc ouais, t'es tout le temps en train de te remettre en question encore plus que d'habitude, quoi. Ouais. Donc c'est cérébralement épuisant. Donc tu vois, t'as ça, après t'as les caméras, le plateau, les lumières, tu cours tout le temps à droite à gauche. Ouais, c'est vraiment un truc. Franchement, Top Chef, moi quand je regardais à la télé, je me suis dit ouais, vas-y, moi je ferais ça, je ferais ci. Ben, en fait, non, moi je vous dis vraiment pour l'avoir fait, si tu le fais pas, tu peux pas dire machin. Et moi, franchement, même à chaque fois que je voyais des gars qui faisaient des trucs, je disais ah mais faut pas faire ça, nana. Et ben en fait, franchement, quand tu fais Top Chef, tu ressors, t'es pas pareil. Même ce que tu vis, tous les épreuves, les rencontres avec les chefs et tout, t'es tout le temps à 2000% en fait. Donc ça s'arrête jamais, 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 jamais. Et en fait, c'est là où tu te rends compte que ouais, 1 heure pour cuisiner, c'est chaud. Faut direct envoyer du bois direct parce que sinon, bah après, bah voilà, comme je dis, le temps c'est le temps. Donc une fois qu'il a défilé, bah c'est tant pis. Donc voilà, faut prendre tous ces facteurs en considération et bah voilà, il y a des jours où tu es plus en forme que d'autres, donc tu vas être meilleur, mais ouais, franchement, Top Chef, faut vraiment le faire pour vraiment se dire ah ouais, quand même, c'est costaud quand même. Franchement, c'est costaud. Non, mais ça a l'air clairement quand on voit un peu les réactions des candidats sur le moment, qu'on lit les interviews d'après, tu sens que ouais, D'ailleurs, c'est un peu pour ça que nous, on est parti sur... alors, certains auditeurs commencent à le savoir, on a un podcast à côté sur le football américain et on voulait un peu parler de Top Chef un peu sous l'angle de la compétition sportive parce que on a vraiment l'impression en fait que c'est une compétition sportive quasiment comme une autre, quoi, ce que vous faites. Ah ouais, bien sûr, c'est un marathon avec des épreuves, des étapes. Enfin, voilà, c'est vraiment un truc... ouais, c'est pas tu fais une épreuve, t'as gagné ou... Pour revenir sur ton parcours, est-ce que déjà tu peux nous dire comment tu as été casté, toi? Parce qu'on sait que certains sont repérés, d'autres posent leur candidature. Moi, en fait, ça faisait un petit moment qu'ils m'appelaient, mais à chaque fois, c'était pas le jour, le moment. Et puis là, c'était cette année, voilà, je me suis dit... en plus, j'ai fait 33 ans cette année, je me suis dit, ouais, c'est l'âge du Christ. Genre, je ressuscite, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, après, voilà, j'ai été... J'espère que tu vas pas te faire crucifier. Ouais. Non, mais après, à partir du 3e jour, je reviendrai, tu sais, avec les pieds et les mains, avec les temps, tu vois, normal. Mais non, en fait, ouais, donc j'ai été... Voilà, ils m'ont sollicité, mais après, voilà, comme tous les candidats, c'est pas parce que eux ils te repèrent que forcément... en fait, après, tu fais tous les castings, tu fais les épreuves de cuisine pour te qualifier. Voilà, le chemin, il est quand même long avant d'arriver dans les 15. Et même dans les 15, tu fais pas encore partie de Top Chef. C'est vraiment quand tu es dans une brigade, tu vois. Donc le chemin est très très long. C'est pour ça que je le répète, que ouais, Top Chef, c'est psychologiquement, physiquement, faut être prêt en fait. C'est pas genre voilà, t'as une carotte, t'as 1 heure, t'as 3 jours pour réfléchir ou te reposer. Non, c'est tout, bam bam bam, tout arrive c'est à 2000 à l'heure tout le temps, quoi. Donc c'est ça aussi qui fait que bah, tu remarques direct les gens qui sont plus fragiles ou plus forts que d'autres. Hein. Faut être réaliste au bout d'un moment. Tu vois, ceux qui n'ont pas de mental, bah, ils vont pas loin, quoi, en fait. Tu vois, tout le monde a la niaque, en fait. Tu vois. Donc, c'est vraiment une compétition sportive de ouf. Je vois. Forcément, on est obligé de revenir dessus parce que c'est quand même peut-être ce qui a marqué le début de saison de Top Chef. Le trompe-l'œil, tu t'en doutes? Ouais, non, bon, vas-y. Je vois pas de quoi tu parles. Explique-nous là, c'est d'où ça vient cette idée, pourquoi, comment En fait, à la base, j'avais une idée, mais après je me suis dit non, vas-y, lui, ce qu'il veut, c'est un truc art-tech. Donc je me suis dit, vas-y, je vais limite le prendre à son propre jeu et je vais faire tout ce que tout le monde déteste, c'est manger de la merde, on va le dire, faut pas se mentir, tu vois. Et après, dans ma réflexion, j'étais parti en fait, on est tellement habitué, même moi des fois, à manger des trucs de merde, entre guillemets, des fast-food, des machins, des trucs qui sont pas bons, tu vois ce que je veux dire, qui sont pas bons pour le corps, pas bons pour l'environnement et tout ça. Bah, je me suis dit, en fait, je vais partir du principe, on est tellement habitué à manger de la merde que là, en fait, je vais lui faire manger une bonne merde. Tu vois le délire? Et en fait, tu vois, j'avais vraiment cette envie de faire ça pour justement être dans mon trip, tu vois. Et en fait, ça collait à ce que lui demandait, quoi, parce qu'il a carrément dit un truc, faut d'aspect immangeable qu'on doit manger, qui doit être bon. Bah, je me dis, il y a pas pire que ça, en fait. Donc c'est sûr, sur le papier. Ah ouais, donc moi, je pensais que j'allais être choisi dans les 5 assiettes. Et en fait, malheureusement non. Et en fait, ce qui est le plus dommage dans tout ça,
c'est qu'en fait ton assiette soit pas dégustée en fait. Ouais. Parce que voilà, nous on a un métier de bouche, c'est comme si demain tu fais de la mise en place dans ton restaurant et qu'à midi t'as 0 couvert qui vient. Bah ça te fait chier quoi en fait, tu vois, tu dis que t'as bossé pour rien quoi. Et c'est ça qui était un peu décevant, mais après moi j'ai kiffé l'épreuve, je me suis dit voilà, j'étais encore jusqu'au bout de mes idées et je me suis dit vas-y, faut le faire. Ouais. Donc voilà, je me suis dit j'allais faire ça quoi. Lucas, là-dessus? Bah, c'est forcément c'est un grand moment comme tu le disais de ce début de Top Chef. Après moi, je l'avais dit dans le podcast, moi ça m'a beaucoup amusé et comme tout le monde d'ailleurs, et j'ai trouvé que l'idée était très bonne, en tout cas était osée. Après j'ai compris pourquoi le chef avait décidé d'éliminer celle-là, parce que c'était comme il dit, presque un peu trop loin, dans le sens où on sait qu'au final, on va pas nous faire manger de la merde, quoi. Donc je l'ai compris. J'ai compris pourquoi il t'a pas dégusté. Après, c'est vrai que pour un cuisinier, comme tu le dis, ça doit être extrêmement frustrant. Il y a quelques épreuves comme ça, quand on fait autant que les autres et qu'on n'est pas dégusté, on n'a même pas une chance d'être goûté. C'est vrai que ça doit être très très frustrant. Bah ouais, tu vois, genre cette épreuve, je me suis dit en fait que je sois là ou que je sois pas là, ça change rien au programme, tu vois. En fait, entre guillemets, je te rassure. Ça a changé, t'inquiète pas, ça a changé. Hein, je pense que... Bien sûr, mais ouais, c'est ça en fait. T'es dégoûté de pas avoir été dégusté, quoi. Même s'il déguste, si tu lui dis que c'est pas bon, au moins il déguste, tu vois. Mais là, ton assiette passe à la trappe direct, quoi. Donc ouais, c'est ça qui fout un peu les boules. Mais bon, voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. C'est peut-être la meilleure assiette qui a jamais été goûtée dans Top Chef. Hein. Ah, c'est ça, c'est ça. On saura pas, ça sera un grand mystère, mais qui restera, à mon avis, dans les esprits de Top Chef. C'est sûr. Et voilà, c'était aussi un peu le truc aussi, mais ouais, voilà. Après, voilà, c'était, tu vois, genre 1 heure après, je me suis dit bah voilà, c'est comme ça, c'est fait. Vas-y, on passe à autre chose, on passe à l'épreuve d'après et tout ira bien. Ouais. Moi, j'avais une question sur l'après, justement, puisque t'en parles. Tu répètes depuis tout à l'heure que Top Chef, c'est très particulier, c'est incroyable. En tout cas, c'est très, très à fond tout le temps. Et je voulais savoir, sur l'après Top Chef, bon, en dehors de l'exposition que ça vous apporte forcément en tant que cuisinier, est-ce que ça vous change dans votre métier, dans votre façon d'aborder votre métier, ou c'est tellement particulier que c'est une parenthèse dans votre carrière professionnelle, et est-ce que ça vous change ou pas? Bah, en fait, ouais, ça nous change parce que voilà, c'est quand même un accélérateur de carrière, faut pas se le mentir. Après, voilà, ça a rien changé enfin, si, voilà, avec Top Chef, tu découvres aussi un peu plus. Voilà, t'es tout seul avec toi-même, tu sais vraiment où est-ce que tu peux aller, tes limites, machin, tu sais quelles sont tes faiblesses. Donc en fait, t'apprends beaucoup sur toi, mais après, moi, ça m'a pas remis en question sur des sujets comme est-ce que ma cuisine, je devrais peut-être pas plus faire comme ça ou plus faire comme ça. Non, au contraire, ça m'a renforcé dans moi ce que j'ai envie de faire et la cuisine que je pratique. Voilà, je me suis dit qu'il y a des chefs qui ont goûté ma cuisine qui m'ont dit que c'était excellent. Donc voilà, je me pose pas de questions par rapport là-dessus. Je pense que c'est une petite parenthèse quand même. C'est un tremplin en fait. C'est même pas une parenthèse, c'est un tremplin. C'est t'arrives sur la case Top Chef, bim, tu gagnes 10 ans, entre 5 et 10 ans de carrière en fait, entre guillemets, tu vois, parce que le temps d'ouvrir ton restaurant, te faire un nom, que les gens y viennent. Là, en fait, la télé, ça nous fait accélérer de ouf, en fait, parce que les gens, ils voient la cuisine que tu pratiques, ils voient qui t'es. Donc, forcément, ils vont venir dans ton restaurant pour ce que tu fais et ce que tu leur as véhiculé à travers l'écran. Donc, moi, je trouve ça magnifique. On espère qu'ils ouvrent maintenant les restaurants. Ah, bah là, faut que ça ouvre, mais fort, parce que sinon, les gens, déjà que les gens pètent des plombs, donc si on n'a pas ça, une belle terrasse, là, quand il va commencer à faire doux, soleil et tout, ça va être triste. Hein. Ouais, comme tu dis, ça va être triste. Du coup, on enchaîne un peu là-dessus. On te retrouve où là pour la suite? Ceux qui veulent très prochainement goûter un de tes plats, goûter quelque chose que tu fais? Eh ben, très prochainement, vous pouvez aller sur mon compte Instagram, m'envoyer un message pour des chefs à domicile, des petits trucs comme ça. J'en fais pas mal en ce moment, c'est cool. Voilà, je fais jusqu'à 8-10 personnes, on va dire. Okay. Et donc, voilà, je me déplace chez les gens pour cuisiner. Je trouve ça, c'est cool, c'est funky. Faut essayer un peu de se renouveler dans cette période-là qui est un peu compliquée. Et je suis sur aussi mon projet d'ouvrir un restaurant à Paris pour septembre, octobre, par là. Voilà, donc on regarde un peu à droite à gauche comment ça se passe, on monte les business plans, etc. Donc voilà, on s'occupe comme on peut et dès qu'on peut faire de la cuisine, on s'en prive pas. Tu peux déjà un peu nous donner les premières orientations de ton resto, le style, ou c'est encore secret? En fait, j'ai envie de faire vraiment une nouvelle cuisine à l'ancienne, on va dire. Donc voilà, une cuisine comptoir où les gens mangent autour de la cuisine. Voilà, pas vraiment de carte.
un peu carte blanche. On travaille vraiment les produits de saison avec quelques petites suggestions. Travaille avec des petits producteurs. Enfin voilà, vraiment un circuit court là-dessus, une bonne cave, une belle carte. Enfin voilà, de la cuisine comme moi j'ai envie de la faire, quoi. J'ai envie de faire de la nouvelle cuisine à l'ancienne, comme on dit, enfin comme je dis. Donc voilà, je serai dans ce délire-là, des bons jus, des belles sauces, enfin tout ce genre de choses, quoi. Ça marche. Du coup, tu nous redonnes ton compte Instagram pour que les gens puissent te suivre? Alors mon compte Instagram c'est Monsieur Arnaud Baptiste. Eh ben voilà, parfait. De toute façon, on le repartagera. Lucas, t'avais une dernière question, un commentaire, quelque chose? Non, je voulais juste dire à Arnaud qu'il ne soit pas surpris si on coupe au montage la partie où il parle du PSG. Voilà, c'était juste ça, la qualification. Tout ça n'a jamais existé. Voilà, mais sinon, Ouais. merci d'être passé, Arnaud. Seuls les vrais savent, donc nous trois on saura que ça a été coupé, mais le plus important c'est que toi tu le saches aussi. Vous êtes deux à savoir. Vous êtes deux à savoir, vous ne dites rien. Non, mais c'était cool. Franchement, c'était cool ce petit moment. Ça fait plaisir de discuter comme ça, un peu de tout, de Top Chef et tout. C'était vraiment cool. Eh ben écoute Arnaud, pour nous aussi c'était un immense plaisir de t'avoir. Écoute, on pourra essayer de se rejoindre d'ici la fin de saison, hein, qui sait. Ouais, mais carrément. Bah, vous avez mes coordonnées, vous savez où me trouver. Et donc, bah ouais. c'est avec grand plaisir. Eh ben écoute, on n'hésitera pas. Nous on va lancer un petit jingle et puis on se retrouve après. Stéphane, vous voulez pas vous asseoir avec nous? Bon, pourquoi pas? Bon, je goûterai un peu, mais je juge pas. Et j'ai senti un truc long, il y avait un truc long, comme ça, là, qui m'a juté dans la bouche. 3, 2, 1, top, c'est terminé. C'est terminé. Et nous voilà de retour donc dans Micro-ondes Podcast, votre podcast préféré sur Top Chef, je n'en doute pas. Et ben on peut le redire quand même, Lucas, je sais pas ce que t'en penses, mais merci à Arnaud hein, pour ce moment, c'était hyper sympa d'avoir partagé ça avec lui. Très clairement, c'était très sympa. Voilà, on voit quelqu'un qui aime bien parler, qui est intelligent dans ses analyses, et puis c'est toujours sympa d'avoir quelqu'un voilà, pour débriefer l'émission de la veille et qui nous apporte des choses que forcément on n'a pas pu voir, qu'on ne sait pas. Voilà, moi j'ai beaucoup apprécié, j'espère que les auditeurs apprécieront aussi. Ouais, je suis bien d'accord. Alors, vous commencez à avoir l'habitude, chers auditeurs, maintenant on passe à nos tops et nos flops, et Lucas, je te laisse commencer sur le flop, et comme ça on terminera par le positif. Voilà, merci Raph, parce qu'il y a 30 secondes, je te disais que j'avais pas de flop, donc je voulais avoir un peu de temps pour trouver un flop. Donc du coup, je vais le trouver. Non, mais j'ai mon flop, forcément c'est l'élimination de Bruno. Voilà, moi on le sait, j'ai une petite affection particulière pour les jaunes. Je trouvais que cette brigade marchait bien ensemble, tous les trois. On vient de parler à Arnaud, voilà, on sait que Thomas c'est mon chouchou. Bruno ça marchait bien, et comme je le disais, il était voilà alors je sais pas comment on peut quantifier ça, mais il était pas loin de battre les chefs sur la première épreuve, ce qu'il aurait qualifié avec Charline. Et en fait, on l'a dit 2 heures plus tard dans l'émission, et je sais pas voilà en temps réel ce que ça fait, mais peut-être une journée, une demi-journée, il se fait éliminer sur une dernière chance qu'il loupe pas forcément. Et voilà, alors moi le flop c'est pas lui, parce que c'est une dernière chance, il faut être bon, et voilà, mais c'est de le voir partir, voilà, ça m'a un peu déçu. Ça fait 2 semaines d'affilée qu'on voit partir quelqu'un qui est plutôt en plus haut dans nos classements. Ouais. Donc du coup voilà, c'était un peu cette déception, mais voilà, c'est mon flop que j'ai trouvé comme ça. Merci Raph de m'avoir mis en danger comme ça. Mais c'est ça, tu vois, comme disait Arnaud, faut te mettre sous la pression, et c'est comme ça que tu t'élèves, ça te motive, et voilà, tu vois, c'est... Il y a pas de souci. C'est l'esprit sportif, t'inquiète. Du coup, de mon côté, moi, alors il y a un truc que j'ai vraiment pas apprécié dans le montage cette semaine, c'est les espèces de flash forward qu'on avait sur les commentaires de Guy Savoie sur les soupes des candidats, alors que l'épreuve était encore en cours. Alors ça, c'est vraiment un truc qui m'a cassé les pieds, on va dire ça comme ça. Je comprends pas trop le principe de se projeter sur ce que le chef, le jury va dire. Bon, je trouve que ça casse un peu l'ambiance, mais bon, voilà, c'est plus un petit flop. Au niveau du suspense aussi, c'est pas forcément. Ouais, après, c'est vrai que c'était surprenant en tout cas. Ouais, c'est un peu étrange. Bon, j'espère qu'on le reverra pas trop dans la saison. On enchaîne sur les tops, du coup. Eh ben moi, mon top c'est Paul Perret, parce que je l'ai dit au début de l'émission, j'ai adoré la première épreuve, et j'ai adoré Paul Perret dans le personnage Paul Perret. Voilà, il est arrivé l'année dernière, on a vu de suite que ça allait être un personnage.
forcément les chefs, on les voit beaucoup, c'est eux qu'on voit du début à la fin de Top Chef de la saison, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe avec les candidats. Les candidats, ils viennent, ils partent, mais les chefs, c'est un peu presque les plus importants. On sait que Philippe Etchebest, voilà, c'est la grande gueule et tout ça, et qui peut battre Etchebest, c'est quelque chose qui existe depuis quelques saisons, et donc il gagne, il perd, voilà, c'est toujours un événement. Mais là, avec Paul Perret, ça a rajouté quelque chose d'encore plus fort. Lui a été très bon dans les vannes, dans la façon de se dire, voilà, je suis un peu en danger, mais en même temps, on voyait aussi qu'il savait ce qu'il faisait. Donc je l'ai trouvé très drôle, très sympa. Le fait en plus de cacher ça aux deux autres, je les ai trouvés bons acteurs. J'ai trouvé que c'était un beau moment de télé en tout cas. Ouais, non, je te rejoins complètement là-dessus. Il était très très bon dans ce rôle de pas de commis de Philippe Etchebest, mais au début t'avais un peu l'impression de ça parce qu'il était un peu perdu, il jouait un peu le mec perdu et puis derrière il tabasse. Enfin, c'était vraiment plaisant à voir. Et puis alors quel mauvais acteur au moment où le plat est goûté par ses collègues. Enfin, t'avais l'impression qu'il transpirait et qu'il allait gaffer. Mais bon, je te rejoins, c'était assez sympa à suivre. Ouais, c'était bien. Et moi, du coup, j'ai deux tops. Allez, deux tops. Un, on en a déjà parlé, donc je vais faire très vite dessus. C'est Baptiste. Moi, je trouve que franchement, ce qui nous sort en dernière chance, le fait d'y aller et derrière sortir un plat comme ça, forcément chapeau. Donc voilà, je l'avais de fait en top. Et le deuxième, j'ai envie de dire quand même un top global, on va dire, pour la Brigade Rouge. Parce que avant la saison, on avait quand même des doutes un peu sur la brigade après quand elle s'est formée, ce qu'on avait vu, tout ça. Et mine de rien, c'est encore la seule brigade totalement complète. Donc chapeau à eux, hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais... C'est vrai. Et puis surtout, à chaque fois chaque semaine, on se dit qu'il y en a un qui va partir ou quoi. Et puis on est presque surpris à chaque fois que les Rouges se qualifient, mais on devrait plus l'être en fait. On devrait plus être surpris parce que voilà, c'est devenu une brigade à part entière, entre guillemets. C'est devenu, comme tu dis, la brigade qui est encore complète par rapport à d'autres qui ne le sont plus. Donc en fait, c'est vrai que les Rouges, c'est un peu les outsiders, mais au final, ils commencent à s'imposer de plus en plus, les trois. Ils commencent à s'imposer de plus en plus, tu fais bien de le dire, parce qu'on va le voir tout de suite dans notre Power Ranking de la semaine. Alors, je dis ça et en même temps, ça se voit pas tout de suite parce que malheureusement, en 9e... on regardait la même chose. Ouais, c'est ça. Du coup, je me suis dit, mince, ma transition était un peu foireuse pour le coup. En 9e, on a Chloé. Écoute, je pense qu'on va être d'accord. C'est peut-être encore... Elle a comment dire, elle n'a impressionné dans aucune épreuve. Il y a ce défaut de dressage à chaque fois, donc forcément, on a du mal à la voir plus haut. Oui, elle finit dernière avec Mathias sur la première épreuve. Sur la deuxième, la soupe dans l'œuf, ils sont pas loin, mais c'est vrai que ça passe pas. Alors après, elle est bien sur la dernière chance. Et moi, j'ai hésité, à la mettre dernière ou avant-dernière, 9e ou 8e. Mais c'est vrai que depuis le début, il y a toujours ce défaut de dressage, même s'il a été un peu comblé cette semaine. Elle a eu des compliments sur son dressage. C'est vrai. Mais comme tu le disais la semaine dernière, on essaie toujours un petit peu de se projeter, même si on ne sait rien, et que quoi qu'il arrive, chaque semaine, ça peut exploser, mais on essaie de se projeter sur les prochaines, et on se dit que au bout d'un moment, ça va être compliqué pour elle. Pour l'instant, ça l'est peut-être pas forcément, elle passe entre les gouttes, mais voilà, c'est pour ça en tout cas qu'on l'a mis, et je pense que tu es d'accord avec moi qu'on l'a mis à cette position. Oui, je suis d'accord. Alors après, en toute objectivité, et on va parler de la 8e, donc c'est Charline. Dans nos classements, elles sont très proches, hein, sans vous faire un détail, elles ont un point d'écart, donc on a un système de comptage un peu étrange, mais selon nous, les deux candidates sont très proches, donc Charline 8e. Pareil, j'ai envie de dire, on sent qu'elle s'impose de plus en plus. Elle fait une belle épreuve avec Bruno. Dans l'épreuve, j'ai trouvé avec Mathias, elle a montré de la personnalité. C'est elle qui a l'idée de la coriandre. C'est un moment pareil, elle lui fait Mathias, on dresse ensemble. Enfin voilà, elle propose, elle impose même, j'ai envie de dire. Mais elle paraît encore un peu plus limitée par rapport aux autres, tout simplement. Ouais, alors moi, pour être honnête, je l'ai mis dernière presque par réflexe au moment de faire ce power ranking. Et puis après, j'ai commencé à réfléchir et tout ce que tu viens de dire m'est revenu. Le fait que, encore une fois, elle est à égalité avec les chefs au niveau de la première épreuve. On parlait beaucoup de Bruno, mais il y avait Charline avec elle et donc ça compte. Le côté de la coriandre sur la deuxième épreuve, comme tu dis, qui est peut-être ce qui fait la différence par rapport à d'autres, parce qu'il y avait d'autres belles assiettes. Et en fait, elle commence un petit peu à s'imposer de plus en plus.
pour moi, elle a le vent en poupe. Alors, je dirais pas qu'elle est toujours pas dans les favoris, on l'a pas mis sur le podium, mais elle mérite de plus être dernière en tout cas. Ouais, non, ça se défend. Devant donc nos deux comparses, je les classe un peu ensemble parce qu'on a un trio qui en termes de classement chez nous sont très proches. Donc on a 7e Arnaud, 6e Mathias et 5e Sarah. Alors on reviendra sur Sarah un peu après. 7e Arnaud, j'ai envie de dire on a bien fait de le laisser de côté pour finir l'émission. J'espère qu'il nous en voudra pas trop. Je pense que ça lui aurait plu, il nous aurait dit qu'il va nous prouver qu'on a tort. Et il aurait bien raison. Et il aura bien raison. Moi, j'ai retenu en forme d'indice peut-être le côté on dévoile pas tout dès les 2 premières semaines. Donc j'espère qu'on va en voir plus dans les semaines à venir. 6e Mathias qui confirme, j'ai envie de dire, sa position milieu de tableau. La semaine dernière, il était également 6e ou 7e. Enfin, avec un candidat en moins, ça revient à peu près à la même chose. Bon, là, j'ai envie de te dire que maintenant, on a un peu le portrait type de Mathias, des petits problèmes comportementaux, j'ai envie de dire ça comme ça, des épreuves où il se rate et d'autres épreuves où il réussit et du coup il navigue comme ça un peu au milieu. Ouais, alors écoute, moi je suis déçu qu'Arnaud soit plus là parce que il aurait compris la comparaison que je vais faire. Je l'avais faite il y a quelques podcasts déjà. Alors je suis désolé pour ceux qui suivent pas forcément le foot, mais pour moi c'est Pastore. Et je m'explique, Pastore c'est un joueur de foot qui fait un match. Qui est très bon et on voit le potentiel et on se dit ah oui, Mathias c'est quelque chose. On l'a vu sur la note Coco, c'est lui qui a l'idée. On l'avait vu sur une autre épreuve un peu plus tôt. Et puis après, il y a une épreuve, 2 épreuves, 3 épreuves où il passe presque à travers, où il y a des problèmes de comportement et donc du coup on a cette frustration avec Mathias de se dire il pourrait faire tellement mieux que ce qu'il fait et des fois il le montre et on se dit ah oui là c'est potentiellement un favori et en fait et on a l'impression même que Philippe Etcheves qui est le chef de sa brigade il pense presque comme nous, il est presque frustré sur Mathias en se disant il pourrait faire tellement mieux. Ouais non je te rejoins. Le petit avantage que je lui donnerais et où je pense que ce qu'il montre depuis le début là l'empêche pas forcément d'aller loin et on en a parlé aussi avec Arnaud, c'est le fait que dans Top Chef c'est quand même un marathon et finalement t'as pas besoin de gagner toutes les épreuves pour aller loin. Il faut en gagner quelques-unes des trucs clés et pour le moment j'ai l'impression que Mathias peut être un de ces candidats qui arrive dans les 4 derniers parce qu'il aura su gagner certaines épreuves même si d'autres il est passé à côté. Donc bon, l'avenir nous dira, mais pour le moment, c'est une position plutôt logique. Et donc du coup, 5e, Sarah, son meilleur classement dans notre Power Ranking hebdomadaire depuis le début de la saison. Grosse progression, elle gagne à peu près 3 places. D'accord là-dessus ? Alors écoute, oui, d'accord là-dessus. Elle se qualifie. Sur la première épreuve, on n'a pas pu la voir sur la deuxième, mais voilà, à l'image de ce dont on disait à propos des rouges, voilà, Chloé, elle n'était pas forcément symptomatique de ce dont on parlait tout à l'heure, mais Sarah et Mohamed plus tard le sont, ils progressent, ils gagnent en confiance, on les voit un peu plus. Non, c'est pour moi, voilà, elle aussi, elle a le vent en poupe. Ouais, je suis d'accord, elle a le vent en poupe. On peut pas en dire beaucoup plus parce que malheureusement, on l'a tellement peu vu là sur cette émission. Parce que qualifié d'office et en plus il y avait tellement de brigades qui concouraient sur la première épreuve qu'on n'avait pas le temps de s'attarder particulièrement sur son duo avec Thomas, mais force est de constater que la semaine dernière elle gagne avec un coup de cœur la dernière chance, là elle passe dès le premier tour donc elle a le vent en poupe. On attend d'en voir encore un peu plus, mais 5e, ça me semble clairement dans la bonne tendance. 4e et 3e, un petit duo également, Pauline et Mohamed. Donc Pauline garde sa place au pied du podium cette semaine par rapport à la semaine dernière. On va peut-être la laisser un peu de côté et on va plutôt s'attarder sur Mohamed, si ça te va, qui est 3e. Alors lui, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, à l'image des rouges, qui continue sa progression, également le meilleur classement chez nous. Mohamed, cette semaine, qu'est-ce qui t'a plu, Lucas ? Alors moi, entre Pauline et Mohamed, déjà je les avais inversés, mais j'avais Pauline 3e et Mohamed 4e, mais les deux, en tout cas Mohamed 3e, Pauline 4e me dérangent pas, parce que comme tu dis, Mohamed il est de plus en plus impressionnant, en tout cas voilà, Pierre le disait la semaine dernière, c'est quelqu'un de très technique et ça on l'a vu depuis le début. On est en train de découvrir un personnage qui est aussi fort sympathique, qui est souriant, qui nous fait sourire, en tout cas pour moi, et donc du coup forcément ça joue dans le côté personnage de l'émission, et puis ils passent des épreuves, là ils sont pas loin avec Chloé pour cette soupe.
Sur la pizza 4 fromages, Arnaud l'a dit, c'est une bonne idée. Ça a dû te parler, Raph, toi qui as des origines italiennes, même si leur italien, il doit progresser encore. Ils sont meilleurs en cuisine qu'en italien, mais c'est tout ce qu'on leur demande. Donc ouais, non, franchement, troisième sur le podium, c'est mérité et c'est vraiment pas volé, ouais. Ouais, non, je suis d'accord. Je trouve que de semaine en semaine, il montre de plus en plus un profil complet où tu te dis qu'il va pas être facile à éliminer, quoi. Vraiment, c'est pas un candidat qui va sortir facilement parce qu'il a beaucoup d'atouts et il a l'air d'avoir peu de défauts. Alors, il a pas encore remporté d'épreuves, mais par contre, t'as l'impression qu'il en perd plus et donc ça, c'est aussi un des trucs importants forcément dans Top Chef pour continuer le concours. Numéro 2, comme la semaine dernière, malgré, et alors là c'est peut-être le côté étonnant, hein, malgré 2 épreuves ratées et une dernière chance, c'est Baptiste. Baptiste est notre numéro 2 à nouveau cette semaine. Je pense qu'on a tous été marqués par sa, comme on dit, sa masterclass sur la dernière chance, t'es d'accord ? Ouais, c'est un masterclass et puis surtout le fait de se porter volontaire pour ça. On l'a répété, donc je vais pas épiloguer là-dessus, mais voilà, tu te portes volontaire et derrière t'assumes et tu fais un plat comme ça, ouais, tu mérites ce qui t'arrive et puis voilà, d'être deuxième, tous les classements que je regarde sur les différents membres de la rédaction, il est pas plus bas que deuxième, donc c'est mérité, ouais. Ouais, je te l'accorde. Et donc premier, deuxième semaine de suite, et on espère que ça ne lui portera pas l'œil comme ça a pu porter l'œil à Pierre, hein. On va quand même bien croiser les doigts, mais donc notre numéro 1, encore une fois, c'est Thomas. J'ai presque envie de dire le leader discret par excellence, mais l'excellent leader. Ouais, exactement. Bah forcément discret parce que il fait une épreuve et puis on le voit plus. Non mais oui. Je sais pas si, j'espère qu'il est payé en demi-journée, hein, parce que j'espère qu'il paye pas en entier. Non, mais voilà, je rigole, mais c'est vrai que il fait une épreuve, on le voit plus, donc presque du coup pour son image, c'est dommage dans le sens où on le voit un peu moins, on a moins l'occasion de découvrir le personnage. Mais après, je pense qu'à choisir, il préfère être sûr d'être qualifié, gagner une petite semaine de tranquillité, même si on sait que pendant les épreuves, c'était pas une semaine. Mais voilà, franchement, pour moi, il n'y a pas de débat. Depuis le début de ce podcast, je vous en fais mon chouchou. Ça ne va pas changer maintenant, alors qu'il gagne chaque semaine. Tu m'étonnes. Non, mais je te rejoins. Hein. Il est. Alors, je sais pas du coup si le côté discret, forcément, comme on le voit un peu moins, on n'a peut-être pas ce sentiment d'impressionnant que tu pourrais avoir par rapport à un candidat que tu verrais beaucoup gagner, mais il est redoutable et quand tu regardes les épreuves, toutes les brigades dans lesquelles il est quasiment gagnent les épreuves et à chaque fois, là on l'a vu, c'était des brigades mélangées et le dénominateur commun, c'était lui. Donc il y a un moment, il n'y a pas de hasard en fait. Si les jaunes gagnent autant, si quand il est avec Sarah, il gagne. Alors que ses 2 collègues, eux de leur côté, ont perdu sur les épreuves de brigade, tu te dis forcément Thomas est la pierre angulaire, j'ai envie de dire, du système Michel Saran pour continuer dans les métaphores sportives. Donc là, cette première place me semble totalement méritée pour Thomas. Donc je répète notre classement. Chloé 9e, Charline 8e, Arnaud 7e, Mathias 6e, Sarah 5e, Pauline 4e, Mohamed 3e, Baptiste 2e et donc Thomas pour la 2e semaine de suite est premier. Ça te va, Lucas ? Ça me va très bien, forcément ça me va, forcément que ça me va. Bon parfait. Et bien c'est comme ça que se termine ce nouvel épisode de Micro-ondes Podcast. Merci à toutes et tous de nous suivre. N'hésitez pas à partager le podcast auprès de vos proches, à liker, à mettre des étoiles sur Apple Podcast, etc. On le répète, mais parce que ça permet au podcast de gagner en notoriété, d'être un peu plus visible. Et donc, tout est bien dans le meilleur des mondes. Merci Lucas encore une fois. Merci, c'était un plaisir. Et puis voilà, merci encore à Arnaud d'être passé, c'était très sympa. Et puis en espérant que j'ai validé ma dernière chance, que je reste pour la semaine prochaine, messieurs. Ah, mais je crois savoir qu'effectivement tu es déjà prévu pour la semaine prochaine. Juste, on peut te suivre sur les réseaux sociaux, non ? Je sais plus, Twitter ? Oui, je suis passé sur Twitter hier. Voilà. J'ai vu que je suis passé hier sur Twitter. J'ai vu que ça avait pas mal changé. Ils ont refait la déco et tout ça, donc c'est sympa. C'est vrai. Mais on peut me suivre sur Twitter @elvola. Voilà, je promets rien, mais on verra bien ce qui se passe. Eh ben parfait. Et donc pour Micro-ondes Podcast, vous pouvez bien entendu nous suivre sur tous les réseaux sociaux, ou en tout cas les principaux, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc sur Twitter, c'est @microondescast. Sur Facebook et Instagram, c'est Micro-ondes Podcast. Donc n'hésitez pas à nous suivre. On partage
du contenu. Vous pouvez retrouver notre classement, vous pouvez bien entendu retrouver les podcasts, quelques bonnes vannes des fois, hein. Ça nous arrive de temps en temps le mercredi soir pendant l'émission d'être un peu marrant, on fait ce qu'on peut. Mais on fait ça avec le plaisir et je crois que c'est ce qui compte. En tout cas, donc encore une fois, merci à tous. Merci bien sûr à Arnaud de nous avoir suivis. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Ciao!